Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Qui se serait douté qu'à 37 ans, Raphaël rencontre Olivier, celui qui deviendra son futur mari, alors que le lupus la met au plus mal et qu'elle est à 2 jours d'une hospitalisation. Pas Raphaël en tout cas. Pris dans le tourbillon et l'effervescence de la vie, le jeune couple à peine rencontré décide directement de faire un bébé et de se marier. Après la rapidité, c'est la lenteur qui s'installe. Le bébé tant désiré ne pointe pas son nez. Démarre alors un parcours long et sinueux dans la PMA, dite procréation médicalement assistée. Erreur médicale, charge mentale, refus de suivi. Raphaël constate des similitudes et des transversalités dans tout ce qu'elle affronte, tant en tant que patiente vivant avec un lupus que patiente dans un parcours PMA. 5 ans après les premières démarches en PMA, le couple entame une nouvelle étape, trouver une donneuse pour un don d'ovocytes. Si cette phase symbolise un deuil, elle marque aussi la ténacité et l'envie de devenir parent quoi qu'il en coûte. Raphaël a beau vivre des périodes difficiles, elle possède un humour inégalable. Au travers de vidéos qu'elle partage sur les réseaux sociaux, elle évoque la maladie et le parcours PMA sans filtre. Elle est une de mes idoles et quand le moral est en baisse, je me shoote à ses vidéos simplement pour reconnecter au rire. Merci à Raphaël pour son récit franc et le partage de son parcours dont vous serez vous aussi plein d'admiration. Hello Raphaël. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, écoute, ça va. Plutôt en forme pour l'instant. Après, je viens juste de prendre des traitements qui ont tendance à me taper un peu sur la tête. Donc, j'espère que voilà, je vais rester cohérente pendant tout le, tout le long de notre échange. Donc, voilà. Si je commence à perdre un peu mes mots, c'est que le traitement commence à faire effet et que je commence à perdre un peu la tête. Voilà. Et toi, comment tu vas ? Écoute, ça va aussi, pas trop mal ce matin. Donc, je suis contente. C'est assez rare que je puisse dire ça dans les interviews. Donc, on est sur les petits bonheurs de la vie. Voilà. Alors, Raphaël, nous, on s'est rencontrés via Instagram. Mm-hmm. C'est un peu pour moi l'idole des réseaux sociaux, mon idole des réseaux sociaux. Tu fais notamment beaucoup de réels qui sont donc des courtes vidéos sur des sujets qui peuvent être parfois difficiles, lourds et invisibilisés, comme la maladie et la PMA notamment. Et en attendant, tu arrives à me faire extrêmement rire sur ces sujets-là. Donc j'adore, t'es vraiment une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. T'es genre le seul compte que j'ai montré à mon mari.
Donc, lui, il n'est pas adorable. très intéressé par Instagram, mais tu m'as fait tellement rire que à chaque fois, je lui montre les vidéos et il adore aussi. Donc voilà, déjà pour situer. C'est gentil. Donc merci beaucoup. Et je voulais te poser la question. Donc la maladie, la PMA, ces sujets qui sont invisibilisés et que toi, tu visibilises au travers des réels, est-ce que c'est des sujets qui te concernent directement? Ah oui, complètement. C'est pour ça que j'ai créé ce compte. Moi, j'étais pas du tout Instagram non plus à la base. Je connaissais très mal. Pour moi, c'était vraiment un truc où on mettait des photos de vacances et de resto, quoi. Et c'était pas mon truc, mais j'ai eu besoin de communiquer sur des sujets effectivement qui me touchent particulièrement, puisque moi j'ai une pathologie qui s'appelle un lupus. Parallèlement à ça, je fais ce qu'on appelle un parcours PMA, donc procréation médicalement assistée. Donc, on n'arrive pas à faire de bébé, en gros, et du coup, on fait appel à des médecins pour nous aider. Et c'est pas une petite aventure. Voilà, émotionnellement, tout ça, c'est très lourd. Pris indépendamment, c'est très lourd. Alors, au cumulé, c'est costaud. Et du coup, fallait que ça sorte un peu. Et donc, j'ai créé ce compte. J'avais envie d'en parler, mais d'une façon effectivement c'est un peu comme je le vis aussi, c'est-à-dire j'ai besoin de second degré et j'ai besoin de partager ce second degré quelque part. Donc c'est effectivement le biais que j'ai pris dans la majorité de ce que je poste. C'est plutôt du second degré, c'est très rarement les choses au premier degré, quoi. Hmm. Pour introduire du coup peut-être un petit peu, tu disais vivre avec le lupus. Ouais. Qu'est-ce que c'est le lupus et comment ça se manifeste dans ta vie? Alors, le lupus, c'est une maladie qu'on appelle auto-immune. Donc, il y a plein de maladies. C'est une famille, une grande famille, ça, les maladies auto-immunes. En gros, le principe de toutes ces maladies-là, c'est qu'on fabrique des anticorps qui ne nous reconnaissent pas et qui donc nous attaquent à certains endroits, en fait. Donc, tu vas avoir des maladies comme la sclérose en plaques, où le système immunitaire va se retourner contre le système nerveux. Tu as la maladie de Crohn qui est assez connue en ce moment, donc ça va être le système digestif. Et dans le cadre du lupus, on a ce qu'on appelle des anticorps anti-ADN. Donc, ça peut prendre un peu toutes les formes. Les symptômes peuvent être très divers. Ça peut atteindre un peu tous les organes. C'est la fête. Voilà, c'est la fête. Dans mon cas, un des symptômes principaux qui est commun à la plupart des maladies chroniques en général, c'est la fatigue. Donc, une très grosse fatigue qui n'est pas la fatigue que les gens connaissent quand ils ont fait trop de sport. Vraiment une fatigue où tu peux pas te lever, tu peux plus rien faire, ou lever un bras c'est compliqué, prendre une douche ça te bouffe la moitié de la journée. Enfin, voilà. Et dans mon cas, j'ai une atteinte articulaire, donc j'ai mal aux articulations, et puis j'ai des maux de tête, des migraines, ce qu'on appelle un brain fog, donc un brouillard mental. Je sais que tu sais de quoi je parle. Donc on ne peut plus réfléchir, voilà, on est à côté de la plaque totale. Voilà. Donc des petites choses comme ça qui s'ajoutent au cours des années, qui remplacent aussi parfois beaucoup de symptômes. Donc ça prend de la place dans ma vie forcément. Et pas de salive aussi par exemple. Donc j'ai mon petit thé, ma petite bouteille si tu m'entends boire. Enfin voilà, c'est que j'ai besoin aussi de reprendre un peu de salive. Et puis les traitements que j'ai en PMA, donc dans la procréation médicalement assistée, les traitements hormonaux. Or, le lupus a une dépendance aux hormones, les hormones ont un impact sur le lupus plutôt. Donc, il y a aussi des corrélations entre les deux. Cette maladie, ça fait longtemps qu'elle est entrée dans ta vie? Oui, j'avais 14 ans, j'en ai 42. Donc pour moi, c'est un peu toute ma vie. Enfin, voilà, j'ai des souvenirs évidemment avant, hein, mais et j'ai profité aussi quand j'étais avant d'être malade. Une des contre-indications du lupus, c'est le soleil. J'ai pas le droit d'aller au soleil. Donc ça a été quelque chose qui a eu un impact fort dans mon quotidien et notamment quand j'étais plus jeune. Puisque ça t'isole quand même une partie de l'année des autres qui vont faire des trucs et puis toi tu peux pas. Mais donc voilà, ça fait très longtemps et du coup
je n'imagine pas ma vie sans, en fait. Maintenant, c'est mon normal et j'ai pas du tout de... Tu vois, j'ai plus de stress de renoncer à des choses. Tu vois, j'ai eu suffisamment jeune aussi pour que ce soit ma vie, en fait. C'est mon normal. Voilà. Tu as vraiment appris à composer avec elle. Ouais, voilà. Et du coup, est-ce que ça a quand même eu un impact sur d'autres aspects de la vie? Je pense notamment au domaine professionnel, le couple. Oui, le couple. Alors, il y a eu un impact important pendant. En gros, je suis restée célibataire pratiquement jusqu'à rencontrer mon mari, que j'ai rencontré à 37 ans. Donc, c'était. Bon, il y a eu sûrement d'autres raisons. Hein. J'ai vu pas mal de psy, mais quand même, l'idée de partager ce quotidien, pour moi, c'était pas pensable en fait. C'était compliqué. J'avais des périodes comme ça où je pouvais rien manger à part du riz, où il faut que je me couche à 9 heures, où du coup je peux pas aller au soleil, je pouvais pas marcher, je pouvais pas, enfin tu vois. Et donc je me disais, je veux pas rencontrer quelqu'un, je vais lui dire, tu viens vivre avec moi, ça va être trop sympa, tu vas voir. Donc je m'étais un peu mis ça en tête. C'était compliqué pour moi de l'expliquer. Et puis dans mon couple maintenant, effectivement, quand j'ai des périodes de un mois de migraine, tu vois, c'est de fatigue comme ça intense. C'est pas évident. C'est pas évident, effectivement, de partager ce quotidien. Voilà, moi, je garde quand même toujours un côté où je culpabilise un peu de faire vivre ça à l'autre. J'essaie de compenser, mais ça, c'est pas facile non plus. Donc, voilà, ça a un impact. Et sur le travail, même chose. Jusque-là, j'ai eu que des boulots, en fait, pas fixes ou alors à mon compte. Et j'ai essayé de rentrer dans la vie professionnelle. J'ai voulu travailler en entreprise. En fait, j'ai repris des études un peu sur le tard pour essayer d'avoir un poste un peu plus intéressant, tout ça, pour essayer d'être plus posée, parce que d'être à son compte, c'est très fatigant. Et je voulais avoir un salaire, pouvoir relâcher, en fait, avoir une sécurité, Et en fait, j'ai pas pu. J'ai pas, je tiens pas le rythme. Je tiens pas un rythme imposé en fait. Dans la durée, ça m'épuise trop et je peux pas. Donc je suis de nouveau à mon compte. Je fais un peu des trucs à droite à gauche, mais je j'arrive pas à avoir une activité dans la durée soutenue. Voilà. Tu as eu une reconnaissance de la MDPH ou d'une Non, institution? Je l'ai pas demandé. Je me suis souvent posé la question, j'en ai souvent parlé à mon médecin qui m'a dit bien sûr, je te fais les papiers, il n'y a pas de problème. Et puis je l'ai pas fait à chaque fois parce que, en gros, c'était plus pour pouvoir essayer de trouver un job justement, parce que les entreprises, alors je parle en France, hein, doivent engager un certain nombre de personnes dont on reconnaît un handicap. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider. Voilà, on peut avoir des postes aménagés. Et puis finalement, j'ai monté ma boîte et j'ai pas voulu faire cette demande pour l'instant. Et là, je viens d'avoir une période un peu de rémission pendant plusieurs mois, donc c'était le pied total. Et donc voilà, je me sens du coup assez bien là pour l'instant pour pas faire ces demandes là, mais j'étais vraiment sur le point de le faire juste avant d'aller mieux. Je suis allée très mal, je pouvais plus marcher du tout et je me suis dit bon je vais faire la demande. Vraiment, il me faut une place de voiture proche, je peux plus faire la queue, je peux pas rester debout. Et puis en fait j'ai fait un peu de sport et ça s'est emballé, je sais pas, ça allait mieux. Donc là, j'ai repris des traitements qui me cassent, mais bon, j'ai bon espoir, quoi. Donc, tu es passé t'avais de la difficulté même à marcher, j'imagine à te lever aussi, à tout d'un coup une phase de réémission, quasi, ouais. grâce au sport. Oui, alors en fait, parce que tout le monde te dit, il faut faire. Alors, quand je suis tombée malade, il faut pas faire de sport. Donc, j'avais une atteinte articulaire telle que je pouvais pas faire de sport. J'avais les articulations qui étaient vraiment trop enflammées. Mais
quand j'étais jeune. Donc, on m'a dispensé de sport à l'école toute ma scolarité à partir de 14 ans. Et donc, j'en faisais pas trop. Et dans mes états de fatigue, quand on me disait qu'il faut faire du sport, je disais, bon, c'est gentil, mais c'est difficile. Donc, j'avais essayé de faire un peu de boxe pendant les parcours PMA, parce que tu as des moments où tu es quand même bien enragé, bien stressé. Je m'étais dit, ça va me faire du bien de taper sur quelque chose. Quelle bonne idée. Et effectivement, ça m'a fait du bien, vraiment. Mais malgré tout, je restais avec quand même cette fatigue, et les traitements sont encore une fois très très lourds déjà de base, et pour moi d'autant plus. Et là, effectivement, je te dis, je boitais, je ne pouvais pas marcher. J'ai fait encore des IRM pour vérifier ma colonne parce que j'ai des soucis dans le dos et tout ça. Et puis, on ne trouvait rien vraiment de nouveau, quoi. Et je me suis dit, bon, c'est un nouveau stade, voilà, c'est comme ça. Et puis en rigolant, j'avais quand même beaucoup grossi avec les FIV, et donc avec la PMA. Et donc j'ai dit à mon mari, ça, j'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais envie de courir, mais je marchais pas. Et donc j'ai couru quand même pour rigoler, un peu comme ça. Et j'avais moins mal en courant qu'en marchant, bizarrement. Donc j'ai dit, allez, vas-y, j'essaie, quitte à avoir mal, autant que j'ai mal à cause de quelque chose, quoi. Donc, j'ai commencé à courir. Alors, on a fait une première séance où je courais 1 minute 30 et je marchais 30 secondes. Et j'ai fait 10 minutes comme ça où j'étais mourante, vraiment. Et puis, j'ai dit, quand même, je vais continuer. Alors, j'avais des douleurs, mais comme je te dis, j'avais déjà des douleurs. Je me disais, autant que j'ai mal, quoi. Enfin, que j'ai mal pour une raison, on va dire. Et donc, j'ai augmenté les temps comme ça. Et je me suis vraiment accrochée. Comme je dis, je pense que j'ai atteint un nouveau seuil de tolérance à la douleur, parce que j'avais vraiment l'impression que je courais sur des fractures. Enfin, j'avais vraiment très, très, très mal. Et je me disais, tant que c'est pas des choses qui me blessent, qui m'arrêtent, je continue. Et en fait, j'ai passé un cap à un moment donné, et j'ai plus de douleur maintenant. Et je marche, et je cours 1 heure. Enfin, donc. Waouh, c'est impressionnant. Voilà. Mais après, ça a pris du temps. Hein. J'ai commencé en avril, et je te dis, j'ai fait 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. À chaque fois, je courais 1 minute, 2 minutes. Tu vois, Puis j'ai allongé les temps, en fait, tout en allongeant les temps de marche pour que les articulations s'habituent. Et j'ai appris, on m'a expliqué comment il fallait faire. Et donc, voilà, maintenant, j'arrive à courir plus longtemps, et ça fait vraiment partie de ma vie, de mon équilibre. C'est devenu vraiment très important, quoi. Je cours tous les jours, enfin tous les jours, pas tous les jours, mais presque, en me disant, tant que je peux, je dois, quoi. Parce que tous ceux qui peuvent pas, je sais ce que c'est, et je peux pas m'autoriser à pas le faire si je peux le faire, quoi, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, déjà. Et je sais que mon corps, un jour, il va me dire stop. Et donc, il faut que je profite, et que je profite au nom de tous ceux qui veulent et qui ne peuvent pas, quoi. Donc, ça me motive énormément, et voilà. Je trouve hyper beau, parce que quelque part, c'est comme si tu avais pris un risque, entre guillemets, c'est-à-dire que tu es passé de voilà, quand tu étais jeune, tu étais dispensé de sport, donc vraiment, on te disait warning, n'y va pas. Enfin, et pour finir, tu t'es quand même lancé, malgré toutes ces douleurs. Et puis, ça a l'air d'être absolument incroyable, l'impact que ça a sur ta vie. Enfin, quand tu parles de quasi-rémission, c'est juste énorme. Et ça questionne aussi ce côté où tout ce qu'on peut peut-être nous dire d'éviter, de pas faire, ou les peurs qu'on peut aussi avoir quand on a une maladie chronique, de se dire, mais voilà, est-ce que je vais tenter encore de prendre un risque pour un truc et le payer super cher? Et puis là, tout d'un coup, ça a eu un effet hyper positif, et moi, en tout cas, je suis hyper contente pour toi. Bravo. Ça donne de l'espoir aussi. Là, c'est complètement en dehors de la maladie chronique, mais personnellement, je suis incapable de courir. Je cours 3 minutes, mais j'ai l'impression que j'ai fait le marathon. Et je me dis peut-être qu'en y allant petit à petit, il peut y avoir de l'espoir aussi. Mais 3 minutes au départ, c'est énorme. Et puis, quand tu commences, c'est énorme. Et c'est vrai que moi, tu sais, la course, c'était même une punition jusque-là. C'est-à-dire que je suis asthmatique, j'arrivais pas à respirer. Et à l'école, les profs, en France, en tout cas, ils s'en foutent, mais alors complètement, quoi. Ils te disent, tu dois faire tes 25 tours, là. Et moi, je disais, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas. Enfin, c'est physiologique. Et ils nous forçaient. Et je me souviens, c'était la punition. J'ai toujours détesté courir, quoi. Vraiment. Totalement. Parce que je m'étouffais, tu vois. C'était le sentiment d'étouffer.
Et là, je sais pas. Je sais pas. Je n'explique pas, mais voilà, je suis contente. Oui, en tout cas, c'est magnifique. Je voulais revenir un peu sur la question du couple avec toi, parce que tu dis qu'au final, tu es resté célibataire de nombreuses années, et peut-être que certaines choses qui expliquent cela, hein, même si c'est de loin pas une tare, on est bien d'accord, mais sont peut-être le fait que tu avais une maladie et que tu n'osais pas forcément entrer en relation avec quelqu'un à ce moment-là. Comment ça s'est passé du coup pour toi dans la rencontre avec ton mari à 37 ans? Est-ce que tu lui as directement parlé du fait que la maladie faisait partie de ta vie ou c'est quelque chose que tu as occulté pendant un moment? Non, alors je ne l'ai pas occulté avec mon mari. Avec les personnes que j'ai rencontrées avant, comme j'ai eu des histoires très courtes, il y en a, ils l'ont sûrement même jamais su, je pense. Parce qu'il faut savoir qu'avec le lupus, donc ça n'a rien à voir avec mes problèmes de fertilité, mais comme il y a une dépendance aux hormones, tant que la maladie n'est pas stable avec des traitements assez bas, on a, entre guillemets, pas le droit de tomber enceinte. Donc moi, la grande majorité de ma vie, c'était warning, warning, tu n'as absolument pas le droit de tomber enceinte et warning, warning, tu n'as absolument pas le droit de prendre la pilule. Donc, donc, il y a un moment, si tu t'installes un peu en couple, il faut que tu le dises, quoi, parce que y a quand même ça dans l'histoire qui compte, quoi. Donc, j'avais une histoire un peu quelques temps avant mon mari, donc je lui avais dit au bout d'un moment, et ça ne s'était pas très bien passé. Et là, quand j'ai rencontré Olivier, je lui ai dit un peu obligée de lui dire très très vite parce qu'on s'est rencontrés à un moment où j'étais très malade. Je pense que c'est un des moments où j'étais le plus malade dans ma vie. Au moment où je l'ai rencontré, ça faisait 3 mois que je sortais plus. J'avais des traitements qui me cassaient. Je pouvais plus marcher, plus manger. Enfin voilà, vraiment. Et donc mon médecin m'a dit, je t'hospitalise quoi. J'avais perdu 8 kilos en une semaine. Et donc, j'étais très loin de rencontrer quelqu'un, autant te dire. Et puis, quand il m'a arrêté ce traitement pendant quelques jours, je suis allée un petit peu mieux et je me suis dit, mais le jour où je ressors, là, je vais être larguée. Donc, je me suis mise sur Mythique pour parler avec des gens, pour pouvoir être prête le jour où j'allais ressortir dans la rue, voir des gens, juste parler avec des êtres humains. Et donc, j'avais mis sur Mythique 18-70 ans, je m'en foutais, moi, c'était pour parler, en fait. Et là, il m'écrit, ça se passe bien, et puis très vite, il me dit, on se voit. Alors là, énorme stress, parce que je n'avais pas du tout prévu ça. Mais bon, je me dis, je fais le truc, il faut que je fasse le truc. Non, j'ai dit oui. Et heureusement, il était originaire de mon quartier, donc il me dit ça t'embête si on se retrouve vers chez toi. Donc moi qui n'étais pas encore redescendue dans la rue, je dis parfait. Et donc on se rencontre, sauf que 2 jours après, j'étais hospitalisée et lui me dit on se revoit. Et donc dans l'absolu, je lui dis oui, mais quand il me propose, j'allais être à l'hôpital, quoi. Oui, mais c'est dans la chambre 414. Là, mais donc je te rappelle. Donc lui, il a cru que j'essayais de le virer. Et en fait, à l'hôpital, au bout de quelques jours, ils m'ont donné une perme pour sortir le week-end parce que j'avais pas d'examen. Ils m'ont dit quand même, vous n'allez pas rester le week-end alors qu'il n'y a rien à faire à l'hôpital. Donc tout de suite, je l'ai appelé, je l'ai écrit, je lui ai dit écoute, finalement, je suis à Paris. Mais je savais qu'il allait me dire t'étais où, alors c'était comment. Je pensais que j'étais en vacances et puis j'avais un énorme bleu de perfusion sur la main, donc voilà quoi. Donc je lui ai dit au deuxième rendez-vous que j'avais une maladie qui n'était pas contagieuse et que ça faisait très longtemps, que c'était pas grave, que voilà. Bon. Et donc, je lui ai dit très vite, quoi. Donc, il a pris en connaissance de cause, voilà. Et ça a été OK, tout de suite. Eh ben, écoute, c'est ce jour-là qu'on s'est embrassés et qu'on s'est plus jamais quittés. Donc, a priori, ça va, ça l'a pas totalement effrayé. Et du coup, avec Olivier, je crois comprendre que vous avez essayé d'avoir un enfant à un moment donné. Ouais, tout de suite, en fait. De rendez-vous après, il m'a dit moi je te préviens, je suis là pour qu'on vive ensemble, on se marie, on fasse des bébés, on vive très, très vieux et très heureux. J'ai dit écoute, le programme me convient parfaitement, on va faire ça. Ah, c'est moment d'évidence. Donc du coup, on a essayé de faire un bébé tout de suite
Et en fait, c'est vite, on était un peu impatients, surtout que les gynécologues ont tendance, donc à 37 ans, à te dire il faut se dépêcher, tout ça. Et il faut attendre 1 an. Ici, en tout cas, on doit attendre 1 an avant de pouvoir faire des démarches pour aller voir ce qui se passe. Voilà, pour considérer que ça marche pas, on va dire. Donc pendant 1 an, vous essayez d'avoir un enfant, les tests de grossesse sont négatifs, et Oui. ça te paraît long, ce 1 an? Oui, puisque après on s'est mariés au milieu, donc tu vois, on a eu quand même des choses qui ont pris de la place dans notre vie à ce moment-là. Ça prenait pas toute la place comme ça a pu le prendre après. Mais oui, disons qu'au début, bon, tu fais pas trop attention, puis après tu commences à te dire qu'il y a peut-être un problème. Puis là, on a commencé à me dire, mon médecin hospitalier a commencé à me dire, prends ta température, comme ça on va voir déjà si les cycles sont bien. Voilà, au départ, on n'est pas totalement préoccupé. Comme moi, j'avais pas vraiment essayé avant, on savait pas trop quoi. Et donc après 1 an, vous avez directement entamé des démarches de PMA. Voilà, c'est le retour du voyage de noces. Le lendemain, j'avais rendez-vous chez ma généraliste. Je lui ai dit, OK, je veux faire un bébé, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, elle me dit, écoute, tu vas faire tous ces examens-là, ton mari, tous ces examens-là. Déjà, on aura une base et on va voir à partir de là ce qu'on fait. Donc, on a commencé à faire des examens qui étaient à peu près normaux. Alors, du côté d'Olivier, c'était pas, voilà, mais rien qui explique que ça ne marche pas. Et donc, vu que mon cas est un peu particulier, elle m'a dit va voir ton médecin hospitalier pour qu'il te dirige vers la gynéco de l'hôpital pour que je sois toujours liée avec mon hôpital. Et là, on l'a contacté et on a reçu un coup de fil d'un secrétaire qui dit je vous appelle parce que vous allez recevoir une lettre, je préférais vous le dire comme ça, de vive voix. Vous devez faire une PMA et nous on fait pas PMA, donc il faut que vous trouviez un hôpital. Alors là. Et question très basique, ça veut dire quoi une PMA? Voilà, non mais voilà, exactement. C'est ça. Une quoi? Une PMA? Mais pourquoi? Me dit vous devez bien savoir. Eh ben non, je sais pas. Je sais même pas ce que c'est. Donc procréation médicalement assistée. Donc quand on n'arrive pas à faire un enfant, on a cette possibilité quand on l'a, de se faire aider par la médecine finalement. Donc il y a plusieurs protocoles. Donc on a à ce moment-là trouvé effectivement un hôpital, choisi un hôpital. Et premier rendez-vous, elle nous dit vu votre âge, ce sera FIV direct. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses dans la PMA, en fait, il y a plusieurs parcours, on appelle ça des parcours PMA. Et tu as plusieurs étapes, on va dire. La première étape, c'est ce qu'on appelle la stimulation simple. Donc, stimulation simple, c'est on stimule la femme et puis on calcule le bon créneau et au moment du bon créneau, on lui dit go, 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 va voir ton mari. Donc ça, c'est la stimulation simple. Après, tu as l'insémination artificielle. Donc du coup, on va stimuler la femme pour qu'elle ait ce qu'il faut quand il faut et on va injecter les spermatozoïdes médicalement. C'est un médecin qui va le faire. Et ensuite, tu as la FIV. Donc la FIV, c'est fécondation in vitro. Du coup, là, on va stimuler la femme pour qu'elle produise un maximum d'ovocytes. Ce qui se passe, c'est que tous les mois, on a ce qu'on appelle follicules, dans lesquels il y a des ovocytes. Mais naturellement, il n'y en a qu'un seul qui va sortir. D'accord? Dans la fécondation in vitro, on nous stimule pour que tous ces follicules produisent. Et au moment de ce qu'on appelle l'ovulation, qu'on va déclencher artificiellement, on va, pour pouvoir avoir le bon timing exact, on va donc déclencher et on sait que 32 heures après, ça sort et donc il faut aller chercher ces ovocytes. C'est généralement sous anesthésie générale, mais ça se fait aussi sous anesthésie locale.
Donc, on va avec une aiguille chercher dans les ovaires ces ovocytes. Et pendant qu'on fait ça, l'homme, de son côté, donne sa contribution. Et du coup, une fois que les 2 prélèvements sont faits, ils vont fabriquer ils vont mettre les spermatozoïdes avec les ovocytes. Donc, tu as la FIV normale où ils prennent les ovocytes et ils mettent des spermatozoïdes avec et ils attendent que les spermatozoïdes rentrent. Et puis, tu as ce qu'on appelle la FIV ICSI. Donc, ça, c'est ils vont éplucher l'ovocyte, prendre le spermatozoïde vainqueur qu'ils vont analyser qui est le meilleur et ils vont le mettre à la mano dans l'ovocyte. Et ça, c'est quand les spermatozoïdes sont pas forcément, ont pas des résultats incroyables. Du coup, ils sont sûrs de prendre les bons, quoi. Et donc, moi, elle m'a dit, 38 ans, vous faites une FIV directe. On passe pas les premières étapes. 38 ans avec un lupus et tout, on perd pas de temps, quoi. On fait de la FIV tout de suite et même de la FIV ICSI. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé la première FIV. Voilà. Et comment c'était pour vous à ce moment-là d'accueillir ça? Parce que j'imagine que c'est pas forcément évident de se dire on va commencer ce parcours-là, donc médicalement assisté, ça veut dire qu'on a besoin d'une aide extérieure, une aide médicale. Comment c'était pour vous? Ça nous a fait En fait, je vais te dire, une des choses qui, pour moi, est le plus difficile dans le parcours PMA, c'est l'accompagnement. C'est pour ça que quand je vois parcours procréation médicalement assistée, tu vois le terme de assisté, ce qui était dur, c'était de ne pas savoir. Tu vois, cette femme, elle nous a dit, vous devez faire une PMA. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, vous devez bien savoir. Et on a eu le rendez-vous suivant 3 mois après, tu vois, pour commencer la PMA. Et donc, on était largués. Alors, heureusement, j'avais des copines qui avaient fait tout ça. Donc, je suis allée voir une gynéco en ville qui connaissait la PMA. Je leur ai balancé tous les examens et on est allé avec mon mari. On lui a dit, on vient pas vous voir pour vous consulter, enfin voilà, mais juste pour que vous nous traduisiez les examens pour qu'on ait une explication, tu vois. Donc, ce qui a été dur à ce moment-là, c'était de pas savoir, de pas comprendre et d'avoir ce délai à attendre. C'est ça qui était vraiment difficile. Après, une fois qu'on était lancé, on est plutôt des gens de projet, Olivier et moi. Donc, on a pris un peu le truc en mode projet. OK, on a un objectif, qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois qu'on est dans l'action, c'est plus facile, tu vois. Donc, ça te met un petit coup sur la tête, mais c'est vrai que d'agir, pour moi, c'est plus simple que d'attendre tous les mois qu'il se passe rien, que tu vois, au moins là, on faisait quelque chose pour que ça marche. Donc, quelque part, il y avait ce côté. Après, ça s'est très mal passé pour nous les premières FIV, donc ça c'est encore autre chose, tu vois. Mais je te parle juste du départ, du point de départ quand on te dit voilà, vous devez faire un parcours PMA. Pour moi, ce qui était difficile, c'était le manque d'informations. Après, une fois que c'était parti, ça allait. Et ensuite, ça s'est mal passé. Donc, ça a été difficile parce que ça s'est mal passé. Mais c'est indépendant du parcours en lui-même, quoi. Donc, quand tu dis que les premières FIV se sont pas bien passées pour vous, est-ce que tu serais d'accord de m'expliquer un peu? Oui, bien sûr. En fait, alors déjà, il y a eu une première mauvaise surprise, mais bon, ça, c'était dans ma perception des choses aussi. Très vite, donc comme je t'expliquais, la femme est stimulée pour produire beaucoup d'ovocytes, donc d'œufs. Et tu peux être tellement stimulé que tu fais ce qu'on appelle une hyperstimulation. Dans le cas d'une hyperstimulation, le corps a été trop sollicité et le ventre se met à gonfler. Il peut y avoir des répercussions qui peuvent être importantes, voire graves. Et donc, quand c'est le cas, on ne peut pas mettre un embryon. Parce que ce qu'on fait normalement, c'est que, comme je te disais, on stimule la femme, on prélève l'homme, on prélève la femme, on fait des embryons. Et ensuite, dans la foulée, on attend quelques jours de voir combien se développe. Et au bout de 3 ou 5 jours, on va mettre un ou plusieurs embryons dans le ventre de la femme. On appelle ça un transfert d'embryon.
Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Et les autres, ceux qu'on n'a pas utilisés, on les congèle pour éventuellement, si ça n'a pas marché, le faire ou sur une autre, après une grossesse, les transférer plus tard. Dans mon cas, ils ont assez rapidement vu que je faisais une hyperstimulation à la première FIV. Et donc, elle m'a dit assez vite, pendant la stimulation hormonale, pendant les traitements, tu fais des échographies et des prises de sang pour contrôler justement combien il y a de follicules, est-ce qu'ils grossissent suffisamment pour ajuster les traitements. Et moi, à ce moment de ce contrôle, tout de suite, elle m'a dit « Ah bah vous, ça va être du congelé, quoi ». Alors déjà, ça m'avait fait un petit choc un peu... ça m'a fait bizarre, quoi, de me dire que j'aurais pas une chance, entre guillemets, de faire ce qu'ils appellent du frais. Donc après, déjà, tu rentres dans des termes qui sont un peu étranges quand t'es pas habitué, tu vois. Donc ça m'avait un peu déstabilisée, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais quand il y a une hyperstimulation? Eh bien, tu congèles tous les embryons que tu as et tu attends au moins 1 mois que le corps se repose pour pouvoir transférer un embryon. Ce qui s'est passé, nous, déjà dès le départ, c'est que j'ai eu 12 ovocytes, ce qui pour mon âge était pas mal. Et puis le lendemain, ils t'appellent pour te dire combien il y a d'embryons. Donc, on avait, je crois, 5 ou 6 embryons, ce qui était une perte de 50%, ce qui est à peu près normal aussi. Et puis, il fallait attendre 5 jours. Et à 5 jours, il nous restait un seul embryon. Donc déjà, ça fait un petit choc, tu vois. Tu te dis, ah ouais. Donc, une chance, quoi. Et donc, ils l'ont congelé. Et ça, c'était avant l'été. Donc, pendant l'été, il ne se passe rien, puisqu'on août, tout ferme, Et donc, on a passé l'été à rêver de notre petit embryon. Parce que quand tu commences une PMA comme ça, et qu'en plus, il n'y a aucune raison sur le papier, tu vois, pour qu'il y ait un problème de fertilité, tu te dis, il faut un petit coup de pouce, quoi. Tu vois, enfin, tu penses pas, tu sais que ça ne marche pas forcément, mais enfin, tu y crois, quoi. Tu vois. Et donc, on est parti l'été, limite, à lui donner des prénoms, quoi. Tu vois, alors on rigolait sur notre pingouin, notre bébé Picard, congélo, tout ça, mais voilà, on y croyait. Et c'est vrai que quand on est arrivé pour donc faire le transfert dans cet hôpital, il fallait arriver 2 heures avant pour autoriser la décongélation. Et tu vas 2 heures au café comme ça, stressé, voilà. Et donc, quand on est revenu, la tête de la nana, m'annonçait déjà qu'il n'avait pas survécu à la décongélation, quoi. Donc voilà, tu as 3 mois avec le truc déjà, tu vois. T'es au max. Le projet est déjà fait et tu prends une énorme claque. Donc ça, c'était très dur. Et puis, du coup, la deuxième FIV dans ce même hôpital, là, il y a carrément eu une erreur médicale. Où j'ai été vraiment mise en danger puisque à la deuxième FIV, j'ai eu 24 ovocytes ponctionnés. Donc ça, c'est énorme, d'autant plus pour mon âge. Donc là, j'ai aussi fait une grosse hyperstimulation pour le coup. J'ai fait que ça, moi. Mais là, c'était important. Et moi, la raison qu'il m'avait donnée la première fois pour pas faire de transfert, elle m'avait dit, sur un lupus, c'est une interdiction absolue de faire un transfert. C'est-à-dire que déjà, on ne fait pas de transfert sur une hyperstimulation parce que c'est dangereux, mais avec un lupus, c'est carrément interdit. Donc, on ne peut vraiment pas déroger à la règle. Pour vous, ce sera du congelé, qu'il m'avait dit à la première. Et donc, à cette deuxième, je refais une hyperstimulation plus importante que la première. Mais là, moi qui avais peur qu'il recongèle, tu vois, elle me dit, écoutez, peut-être que vous pourrez faire un transfert si vous faites une prise de sang qui est bonne, si les résultats sont bons, on attend les 5 jours là pour voir qu'est-ce qui se développe et voilà. Et 5 jours, rebelote comme la première, un seul embryon avec 24 ovocytes, tu vois, donc déjà une claque. Et encore pas à J5 parce que normalement c'est au bout de 5 jours. Et là, ils nous disent, ah, mais c'est pas génial, il faut voir si demain. Donc, moi, je m'étais dit, c'est mort, laisse tomber. Et puis, le lendemain, ils nous appellent, ah, il y en a un, il est bof, mais bon, quand même, on peut le transférer. Enfin, bon, tu vois. Ah, c'est bizarre à recevoir. C'est super joyeux. Donc, on arrive un dimanche.
Et en arrivant, l'infirmière nous dit bon, bah, il y a intérêt à ce que ce soit une grossesse parce que les gynécos n'aiment pas se déplacer le dimanche. Ah, oh, la Alors, culpabilité, merci. et alors, ça, dans une cave en plus, un endroit, enfin bon, bref. Donc, ok, on prend ça avec humour, tu vois, mais voilà. Et puis là, moi, je dis, mais en fait, je devais faire une prise de sang. Je disais au téléphone à chaque fois, non, non, il n'y a rien d'écrit et tout ça. Et la gynéco arrive, elle me fait l'écho et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites une hyperstimulation, vous avez des ovocytes de 12 cm, sachant que c'est énorme, avec des épanchements, enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Et on ne peut pas transférer, quoi. Donc, je dis, bah, je sais pas, moi. Et là, l'infirmière arrive avec un post-it collé sur le doigt. C'est il fallait faire une prise de sang. Et du coup, la gynéco dit, bon, attendez, je reviens. Et là, elle revient et elle me dit, ouais, bon, alors normalement, on dit qu'il y a hyperstimulation à partir de 20 ovocytes. Vous en aviez 24, mais en même temps, il n'y en avait que 19 matures. Alors peut-être que, alors en fait, bon, si vous voulez, je vous fais un transfert. Et là, je lui dis, mais je sais pas, j'ai un lupus systémique, je fais une hyperstimulation, il paraît que c'est interdit. Ouais, mais bon, Oh vous là prenez là, déjà des ça fout les boules. anticoagulants, vous mettrez des bas de contention, si vous voulez, je vous fais le transfert, mais c'est comme vous voulez. C'est Alors comme là, genre tu prends la responsabilité médicale. Non mais c'est extraordinaire. ah oui, c'était fantastique. Et du coup, bah, toi, tu es là, le premier, tu n'as pas eu le transfert parce qu'il n'a pas survécu. Là, on vient de te faire venir en te disant oui, mais non, mais peut-être, t'es pas médecin, enfin, tu vois. Et puis, ça fait, je venais de me taper quand même un mois de traitement avec une hyperstimulation. Enfin, tu vois, ça veut dire que si on fait pas le transfert là, on perd l'embryon et c'est fini. C'est ça, c'est que tu devais être dans un sacré dilemme. C'est qu'en même temps, vous aviez hyper envie qu'il puisse y avoir ce transfert. En même temps, tu savais que médicalement, c'était pas raisonnable. Ensuite, il te fait porter la responsabilité. C'est grandiose. Mais surtout, n'allons C'est jamais ça, dans cet hôpital. c'est ça. Et puis, tu vois, ouais, tu viens de te taper un mois de traitement, l'hyperstime, l'anesthésie générale. Enfin, ça, c'est pas light, quoi. Donc, tu te dis, ouais, tout ça pour rien. En même temps, c'est dur et en même temps, est-ce que je peux? Moi, je lui dis, bah, moi, je veux un bébé, mais je veux vivre en fait. Enfin, je veux rester vivante aussi, donc je sais pas. Et puis, donc bon. Et du coup, elle a fait le transfert et qui heureusement n'a pas marché parce qu'en fait, si ça avait marché, là, ça me mettait vraiment en danger. Et puis de toute manière, tous les gynécos que j'ai vus après, ils me disent alors c'était n'importe quoi, que de toute manière, j'avais à peu près aucune chance. Enfin bon, bref. Et ce qui était stressant, au-delà de tout ça, c'est que en France, tu as 4 essais remboursés par la sécurité sociale. Donc, quand je dis essai, c'est une ponction qui a des embryons. Si tu as 10 embryons avec une ponction et qu'on te les transfère les 10 les uns après les autres, c'est un essai. Mais si avec une ponction, tu as un embryon, c'est un essai. Et nous, on avait toujours un embryon. Donc, on avait. Mais il faut que l'embryon il soit transféré. C'est-à-dire que le premier, tu vois, comme il n'a pas survécu, ça n'a pas compté pour la sécurité sociale, entre guillemets. Donc là, ça m'a fait un essai, entre guillemets, perdu, puisqu'ils me l'ont transféré alors qu'ils n'auraient pas dû et que ça n'a pas marché. Donc, j'ai eu un essai qui était pour rien, quoi. Donc après, on a quitté cet hôpital, effectivement. Suite à ça, on a changé. J'ose croire. Tu as quand même trouvé ensuite un hôpital avec du personnel bienveillant? Alors non. On est allé dans une clinique. Alors une première clinique qui nous a... On s'est tombé pendant le Covid, évidemment, et donc qui nous a refusé parce que j'étais un cas trop compliqué et qu'ils ne voulaient pas prendre de risques. Et donc, on est allé dans une autre clinique, hôpital, réputé, où on avait un médecin réputé que j'ai choisi parce que c'était un copain qui avait fait des films avec lui et je savais il osait des choses que les autres n'osaient pas. Et comme moi, je venais d'être refusée par un médecin, je me suis dit, lui, il va prendre des risques, au moins, il voudra bien me prendre. Donc, on était allé voir ce médecin-là qui, d'un côté, faisait tout. Donc, c'était pratique parce que j'ai été opérée 2 fois au cours de mon parcours au niveau de mon utérus. Donc, il me faisait les opérations, les transferts, les ponctions, enfin, tout ce qui, tu vois, tout ce qu'il y avait, c'est lui qui faisait tout.
les échos. Donc ça, c'était pratique parce que c'était centralisé. En revanche, il était injoignable. Sa secrétaire était injoignable. Et je me retrouvais avec des moments où je devais faire des protocoles, tu vois, arriver à un transfert, par exemple, à pas savoir jusqu'à mon arrivée si il fallait que j'ai fait un traitement ou pas avant, tu vois. À envoyer 10 mails en lui suppliant juste d'accuser réception, tu vois, pour juste savoir si au moins elle avait reçu le mail. Enfin, et impossible de les joindre. Donc, des angoisses vraiment liées à ça, quoi, si tu veux, parce que tu as des traitements que tu maîtrises pas complètement, tu vois. C'est pas, par exemple, le traitement de ma pathologie, je le maîtrise bien. Ça fait 28 ans que je le prends. Je sais quand je peux augmenter, baisser. Je sais que si j'oublie, c'est pas grave. Tu vois. Là, tu as des trucs, on te dit que c'est à des heures fixes. Tu sais pas exactement pourquoi au début. Donc, quand tu foires ta piqûre, que c'était à 19h45 et que tu vois qu'il est 19h52 et que tu n'as toujours pas réussi à mettre le truc dans l'aiguille et tout, moi, j'étais en larmes plusieurs fois et j'ai des filles qui me contactent sur Instagram, c'est pareil. Pour certaines piqûres, on finit en larmes parce qu'il y a l'horaire, on n'y arrive pas. Donc, c'est très stressant et du coup, c'est des dosages, tu sais pas si tu as oublié, est-ce que c'est grave? Tu vois, le nombre de nanas mais qui se mettent à pleurer parce qu'elle a oublié un traitement, tu vois, elle a sauté un truc, elle ne sait pas si ça va tout foutre en l'air ou pas, si c'est la fin du monde, si elle vient de faire un mois de traitement pour rien, si... Tu vois, elle était sous hormones, donc Non, mais c'est une charge mentale juste de fou, quoi. J'arrive pas à imaginer. Déjà, je vois, quand on vit avec des maladies, et toi-même, tu sais, la charge mentale qu'on peut avoir, et justement, des fois, de courir après les médecins, les renouvellements d'ordonnances, les rendez-vous déplacés, et les badadi badada. Et là, je vois qu'en plus de ça, dans le parcours de la PMA, c'est exactement pareil. Ouais. Et ouais. Je fais un peu un bond en avant et dis-moi si ça va trop vite, mais du coup, parce que tu me parles de ça, j'ai l'impression que le début pour vous, c'était quand tu avais 37 ans. Tout à l'heure, tu m'as dit que... 37 ans, c'est quand on s'est connus. 38 ans, j'ai commencé la PMA. Et maintenant, t'en as... J'en ai 42. 42. Donc, il y a eu beaucoup de FIV, j'imagine, entre deux. Ouais. On en a fait 6. Donc, 6 FIV intraconjugales, donc Olivier et moi. Donc, à chaque fois, à peu près le même schéma. Hein, plein d'ovocytes, un embryon. Une fois, on en a eu 2. Et donc, avec ce médecin, on en a fait plusieurs. Et puis, on a fini nos FIV sécu à un moment donné. Et donc, on a dit, bon, allez, on essaie d'en faire encore une, mais pas avec ce médecin, parce que moi, j'en pouvais plus, hein, de la nana qui répond pas au téléphone. Et j'ai dit, avant de penser à autre chose, je voudrais quand même vérifier qu'on a tout checké de mon côté, qu'on a bien fait tous les examens, parce qu'il ne faisait pas trop d'examens, le médecin d'avant. Et donc, j'ai trouvé une super nana qui nous a pris en charge, et avec dans cette idée que si on avait vraiment tout checké, on essayait de faire une FIV à l'étranger avec un don d'ovocytes, puisqu'a priori, le problème venait quand même de moi, entre guillemets, dans le sens où Olivier, entre-temps, aussi a subi une petite opération. Enfin, il y a eu des choses qui ont changé chez lui aussi. On lui a découvert une anomalie génétique qui, du coup, aussi avait un impact sur sa fertilité. Donc, avec un petit traitement, ça a amélioré les choses. Enfin, voilà. Donc, de son côté, Olivier, il est même donneur en France maintenant. Donc, il est nickel. Et moi, j'étais nickel aussi. Donc, voilà. Mais mon âge pourrait expliquer le fait que les embryons ne tiennent pas, puisque nous, on a notre stock d'ovocytes dès la naissance. Et il y en a un qui descend chaque mois, mais ils ont notre âge, quoi. Alors que les hommes, c'est renouvelé en permanence. Donc, ce qui pourrait expliquer le problème, ce serait peut-être mon âge. Donc, on s'est dit, on va faire avec une donneuse d'ovocytes. Donc, faire un bébé avec les spermatozoïdes d'Olivier et l'ovocyte de quelqu'un d'autre. Et cet embryon, on les met en moi. Donc, c'est moi qui porte l'enfant. Et ça, c'était pas possible en France d'avoir une donneuse? En France, c'est très, très long. Et donc, compte tenu de mon âge, c'est compliqué. C'était trop long, l'attente, si tu veux, pour avoir des ovocytes. Alors, il y a un moyen, je crois, pour accélérer le processus, c'est de trouver une donneuse, mais qui ne te donne pas à toi, qui donne, et du coup, tu montes dans la liste parce que tu apportes quelqu'un, tu vois. Je crois qu'il y a ça qui fonctionne. Mais je me suis pas trop renseignée, je t'avoue, parce que j'ai compris que c'était trop long.
Donc en gros, tu peux débarquer et dire j'ai ma pote qui veut bien donner ses ovocytes, du coup moi je peux en avoir plus rapidement. Je crois que c'est ça. Je me suis pas hyper renseignée, mais c'est ce que j'ai entendu. Intéressant. Et du coup, vous Mais êtes j'avoue que parti. Du coup, vous êtes non, parti à mais l'étranger? voilà, exactement. Je t'avoue que dès la deuxième FIV, on avait déjà fait la réunion pour savoir comment ça se passe l'adoption en France. Tu vois, je te dis, on est en mode action. Il faut qu'on sache l'étape d'après, sinon moi je tiens pas le coup, tu vois. Donc on s'était déjà renseigné sur le don avant de faire la dernière FIV en France pour avoir un peu un horizon si ça marchait pas, tu vois. Et donc, on a étudié. Il y a plusieurs cliniques francophones à l'étranger parce que comme en France, c'est très compliqué, bah, ils ont installé des cliniques ou dans des cliniques à l'étranger, ils ont installé des pôles francophones. Tu vois, donc tu as, l'Espagne, le Portugal, la République tchèque, bah, il y a en Belgique, bien sûr. Voilà, il y a des pays comme ça où c'est plus facile et où c'est payant. Mais tu peux faire du don ou pas. Hein. Il y en a qui vont faire des fils simples sans faire de don à l'étranger. Mais nous, on faisait avec, suite à notre dernière file qui n'a pas marché en France. Donc cette toute dernière où on a fait une ultime tentative après avoir fait tous les examens nécessaires et tout. Et là, j'ai carrément pratiquement plus d'ovocytes fonctionner alors que j'en avais énormément à chaque fois. Hein. Je te dis, j'ai fait que des hyperstimulations avec des taux qui sont très, très élevés par rapport à mon âge. J'ai une réserve ovarienne très élevée pour mon âge, mais là, je pense que mon corps était épuisé. Donc, du coup, j'ai eu peu d'ovocytes et on n'a eu aucun embryon. Donc, il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu de suite. Et on a entamé les démarches pour faire une FIV au Portugal. Parce que moi, je suis d'origine espagnole, donc j'hésitais. Mais j'ai vécu 8 ans au Portugal et donc j'avais quand même j'avais un pied à terre, j'avais plus de proches, on nous prêtait une voiture. Enfin, voilà, en termes de logistique, c'était plus simple. Et comme c'est déjà très cher, on est un peu quand même à calculer, j'avoue. Donc on a choisi le Portugal aussi comme ça. Moi, je parle couramment portugais ou espagnol, mais c'est vrai que c'était plus confortable comme ça. Donc, on a choisi le Portugal. On nous a dit aussi que c'était une clinique un peu familiale. Tu vois, c'est plus petit. L'Espagne, c'est très demandé, donc c'est des grosses usines, quoi. Et comment c'était pour toi d'accueillir, d'accepter que c'était avec les ovocytes d'une autre personne? C'est difficile. C'est encore difficile. Tu vois, je suis même émue en t'en parlant. Au tout début, quand tu commences le parcours PMA, on te fait faire une réunion d'information. Nous, ça a duré, c'était 4 heures. Tu es dans un amphi avec plein de gens de tout. Mais c'est beau en PMA. Tu as toutes les couleurs et toutes les catégories socio-professionnelles. C'est vraiment, tu sais, là-dessus, on est vraiment égaux, quoi. Et 4 heures, et on s'est posé la question à ce moment-là, tu vois, déjà, parce qu'on nous en a parlé. Et Olivier m'avait dit, moi, s'il y avait un don, je préférais que ce soit un don d'ovocytes. On n'avait même pas percuté que ça se trouve, tu choisis pas, en fait. Parce que le don, tu le fais en fonction du problème, pas c'est toi qui décides, tu vois. Et moi, ça m'avait fait bizarre. J'avais dit, mais c'est trop bizarre, don d'ovocytes dans mon ventre. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça très étrange. Et en même temps, je comprenais parce que lui, il me disait, ouais, mais sinon, il y a rien de moi, quoi. Si c'est dans ton ventre avec tes ovocytes et pas mes spermatozoïdes, j'existe plus, tu vois, entre guillemets. C'est un peu des projections que tu fais qui sont ce qu'elles sont. Et donc, j'avais déjà pensé à ça et je trouvais que c'était assez légitime. Donc, tu vois, c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé. Mais là, j'avoue que ça se concrétise. Et je pense que plus ça va, plus je m'habitue à l'idée. Mais en fait, c'est pas facile. C'est pas facile parce que dès que tu vois un enfant avec des amis ou quoi, tu vas voir, parce que moi maintenant j'entends que ça, à peu près la première chose qui vient dans la conversation, c'est à qui il ressemble. Déjà, tu vois. Et donc là, à chaque fois que j'entends ce genre de phrase, ah, c'est tout parfait de sa mère, alors il ressemble super à sa mère, ça me fait bizarre, et il tient ça de sa mère, et il tient ça de son père, et tu sais, et je sais pas comment je vais me sentir en fait. C'est ça, c'est cette projection-là qui est difficile. Question hyper naïve de ma part, parce que du coup, le fait d'avoir un ovocyte d'une autre personne, ça influence sur l'ADN de l'enfant? Bah oui, c'est son ADN, l'ADN de la femme qui a donné en fait.
Ça va être l'ADN d'Olivier avec l'ADN de la donneuse. Et il n'y a pas du tout de ton ADN? Non. Non. Ce qu'il va avoir, c'est mon sang, en revanche. C'est-à-dire que du coup, comme il va se développer dans mon ventre, ça va être mon cordon, mon placenta, et donc c'est mon sang qui va circuler. Donc il va être nourri par mon sang. Mais c'est pas mon ADN. Non. Alors après, vu les pathologies que j'ai, si tu veux, ça m'enlève toute la charge que j'avais de stress, que j'avais de me dire j'espère que mon enfant n'aura pas mes problèmes, tu vois, parce que du coup, ça me soulage de ce point de vue-là. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais du lupus, il y avait aussi une composante avec l'ADN. Tu parlais d'anti-ADN, non? Moi, j'ai des anticorps anti-ADN. J'ai des anticorps qui ne reconnaissent pas certaines parties de mon ADN. Donc, entre ça et le don d'ovocytes, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose qui vient toucher en termes d'identité, non? Oui, c'est sûr. C'est sûr que... Alors, je ne sais pas par rapport au don d'ovocytes. C'est sûr que j'ai toujours identifié le lupus comme une pathologie qui a quand même à voir effectivement avec l'identité, avec son rapport au monde, totalement. Et après, par rapport au don d'ovocytes, je ne sais pas trop. Je me suis beaucoup renseignée pour savoir s'il n'y avait pas d'impact, si ça changeait rien par rapport au lupus, quoi, s'il n'y avait pas plus de risques. Apparemment, non, puisque de toute manière, un embryon est considéré comme un corps étranger, donc ça ne change rien qu'il ait mon ADN ou pas. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Je crois que je développe aussi un côté. Je le vis, je pense, pas très consciemment, hein, mais je le constate à travers des petites choses. Je pense que je le vis comme un échec personnel. En fait, en PMA, je trouve que moi, en tout cas, je porte beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ça marche pas, vu que c'est dans mon ventre que ça se passe. Donc, c'est ma production. Donc là, en plus, on se dit que c'est peut-être parce que je suis mon âge, tu vois, qui fait que. Et le fait qu'on passe au don, je pense que quelque part en moi, il y a ce côté « je suis pas capable » qui a été vraiment une phrase qui s'est martelée dans ma tête dès les premiers échecs de transfert. J'avais cette phrase « je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable ». Donc, il a fallu que je travaille sur moi beaucoup pour enlever cette idée, parce que même si consciemment, tu vois, intellectuellement, j'identifiais que c'était pas le cas, enfin, tu vois. Mais voilà, on ne maîtrise pas ce qui se passe dans nos inconscients. Et donc, j'ai remarqué là, dernièrement que j'avais cette émotion, cette pensée de je ne suis pas capable à travers d'autres choses, pas la PMA. Et ça revenait tellement que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Parce que ça se cristallise sur ça, mais ça, c'est tellement insignifiant. Il doit y avoir quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai dans ma vie où je pourrais me dire, je ne suis pas capable? Et là, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton rapport à ton corps aujourd'hui entre la maladie et les difficultés à tomber enceinte? Écoute, en ce moment, c'est plutôt bien parce qu'il y a la course. Et j'ai aussi, avec la course, j'ai fait un régime, parce que l'idée de départ, c'était de perdre du poids. Et je m'étais mis des petits objectifs, tu vois. J'avais mis l'anniversaire de mariage, allez, objectif 12 mai, comme ça me mettait des paliers, tu vois. Bon. Et donc là, c'est objectif Portugal, où je vais aller bientôt pour recevoir mon transfert d'embryon. Et donc, j'ai perdu du poids. En mangeant mieux aussi, ça me fait du bien. Je me reconnecte un peu plus à moi. Et du coup, j'ai l'impression de me retrouver un peu en ce moment. En plus, avec la course, je prends vraiment ce moment comme un petit moment de liberté à moi, tu vois, où j'arrive à faire ça et je me mets des objectifs tous les jours, chaque fois, avec des choses que j'ai encore jamais faites. Donc, je me crée des victoires, si tu veux, tous les jours. Enfin, tous les 2 jours. Mais à chaque fois que je cours, je me produis une victoire, tu vois, voilà. Et ça me fait un bien fou, en fait, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'y arriver.
Tu vois, j'ai besoin d'avoir des victoires en ce moment avec mon corps notamment. Et donc, je le crée, ça. Je le crée. Et du coup, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je pense ça me permet de me reconnecter. Alors là, en ce moment, j'ai repris les hormones, comme je te disais, et le traitement dont je parlais tout à l'heure qui me fatigue, c'est ça, c'est des hormones que j'ai reprises puisque je vais avoir ce transfert d'embryon. Donc, on me prépare le terrain avec des hormones qui me fatiguent énormément. Donc, c'est difficile, mais malgré tout, je me rends compte que je pars pas du même référentiel qu'avant, puisqu'avant, j'allais pas bien et donc c'était pire avec les hormones. Et là, je suis allée de bien à pas bien et donc c'est quand même pas la même dynamique. Et donc, mon corps, en ce moment, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, même si les traitements me fatiguent finalement. J'ai l'impression que je me suis récupérée un peu, que je me suis retrouvée, que je me reconstruis un peu là. Et du coup, tu pars dans quelle énergie avec ce futur don d'ovocytes? Écoute, je pars déjà très heureuse d'aller au Portugal parce que je te dis, j'y ai vécu longtemps et c'est vraiment un pays pays de mon cœur. Et donc, je vais y rester un petit peu. J'ai prévu d'y aller avant le transfert et d'y rester un peu avant pour me reposer vraiment, me vider la tête, tout ça. Donc j'y vais très enthousiaste. Voilà, je sais que ça va être de la plénitude, si tu veux. Donc je suis très contente de ça, de couper un peu. Et après, quant au transfert, j'essaie d'y aller, d'y croire, tu vois, mais c'est difficile à la 7e FIV de partir complètement, complètement à fond, quoi, tu vois, en me disant c'est bon, c'est la bonne, quoi, parce que voilà, on tente un nouveau truc, je croise les doigts, mais j'essaie de trouver un équilibre, quoi. Et avec ton mari, vous composez comment avec tout ça? C'est-à-dire, on compose. Comment vous traversez tout ça ensemble? Est-ce qu'il y a des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer l'un et l'autre? Est-ce que je pense tout d'un coup au fait, typiquement, que tu fasses ce compte Instagram? Est-ce que oui, il y a beaucoup d'humour dans votre relation autour de ces sujets qui sont quand même un peu douloureux à certains moments, faut le dire. Comment vous avancez ensemble en tant que couple là-dedans? On se dit toujours qu'on est une équipe. Généralement, on va mal, pas en même temps. Donc ça, c'est bien. On réagit pas pareil, tu vois, face à l'adversité. On réagit pas au même moment, en fait. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, on se soutient. Là, par exemple, en ce moment, il me soutient dans mes difficultés vis-à-vis des hormones, quoi, qui me fatiguent, tu vois. Donc, il va m'alléger sur certaines choses parce que voilà, je suis fatiguée. Et après, on rigole beaucoup, effectivement. On est très second degré tous les deux. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, maintenant, je suis plus. C'est vrai que j'ai plus besoin de faire ces vidéos, par exemple, tu vois, d'extérioriser de cette façon-là. Olivier, il parle beaucoup. Il en parle. Alors, nous, je vais te dire, on en parle à tout le monde. C'est simple. Tout le monde est au courant. Bon, déjà, il y a le compte Instagram, mais même avant ça, parce que je ne l'ai pas fait tout de suite, le compte Instagram, je l'ai fait un jour où j'ai pété les plombs après un transfert, tu vois, mais du coup, je ne l'ai pas fait tout de suite. Et en gros, tous nos amis sont au courant, tous les gens qu'on rencontre, on leur dit tout de suite parce que on se dit que comme ça, c'est fait, quoi. Tu vois, donc c'est vrai que là, on rencontre des voisins encore là maintenant parce qu'on s'est installé il y a pas très longtemps et à la première conversation, ils savent qu'on essaie de faire un gosse, quoi. Donc vous visibilisez voilà, à fond, quoi. Ouais, à fond.
Ouais, Ok. vraiment. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a énormément de gens dans notre situation. C'est-à-dire que dès que je dis, même moi je le dis à tout le monde, franchement. Et dès que je le dis, j'ai quand même très très souvent des gens qui me disent, ben moi aussi. Hein. C'est, c'est impressionnant en fait. Et moi, je voulais te poser la question, comment tu projettes ta vie de future maman avec la maladie? Bah écoute, je comptais lire ton livre. Merci. Je t'avoue que je comptais vraiment m'appuyer dessus. Mais écoute, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup angoissée avant de faire ce parcours. Quand je me projetais, je disais toujours à mes copines, j'y arriverai jamais avec la fatigue et tout. Hmm. Puis en fait, je crois que tout s'adapte. Je me suis toujours adaptée et je m'adapterai encore. Enfin, déjà, je suis pas toute seule. Je sais que j'ai des soutiens, tu vois, sur lesquels je peux compter. Et je vois comment moi, je me suis adaptée enfant aussi à certaines. On va dire, j'avais des parents qui n'étaient pas forcément comme les autres. Et je pense que l'enfant comme le parent, on peut trouver un équilibre, en fait. Euh, J'espère. Hein. Voilà, après, moi, comme ma pathologie, elle est là, je pense que ça fera partie de la maison. Enfin, c'est quelque chose, tu vois, qui sera su, expliqué. Donc, voilà, l'enfant, moi, je pense qu'il va grandir avec cette réalité, comme sa réalité aussi, enfin, qui fera partie de sa réalité, que mes moments de récupération, les choses comme ça, on va créer des Hmm. routines, en fait. Oui, puis ça sera nommé au sein du foyer, quoi. Ouais, voilà. Hmm. Donc, je pense que là, en ce moment, je m'occupe beaucoup de ma belle-mère qui est pas autonome. Donc, j'ai un petit entraînement qui vit chez nous. Et je vois comment on s'adapte, comment on crée des rythmes aussi. Voilà, je pense qu'avec les enfants, notamment, déjà dans les premiers temps, sachant que je travaille pas, tu vois, pour une entreprise, encore une fois, je peux récupérer aussi dans les moments où c'est nécessaire. Voilà. Hmm. J'avoue que je sais pas exactement, mais je me dis que ça doit pouvoir être naturel quand même. Ouais. Moi, Raphaël, j'arrive gentiment sur mes deux dernières questions. Je ne sais pas si toi, tu avais Mhm. envie déjà à ce stade de partager quelque chose, une question que je t'aurais pas posée ou un message que tu aimerais déjà faire passer avant les prochains. Non, écoute, là comme ça, j'ai pas d'idée. J'ai des petites hormones dans ma tête. Là, j'ai pas d'idée particulière. Alors, je vais te poser la question de quel message tu souhaites faire passer aux personnes. Alors, tu peux choisir soit qui sont en parcours FIV ou qui vivent avec une maladie ou qui, comme toi, composent avec les deux. Est-ce que tu aurais quelque Mhm. chose à leur dire? Euh, Écoute, sûrement plein de choses, mais je pense qu'il faut essayer au maximum de prendre du recul, de mettre de l'humour quand c'est possible et, et de s'écouter. Moi, s'il y a une chose que je referai peut-être pas, même si j'ai pour habitude de ne jamais rien regretter, euh, c'est de m'être laissée finalement maltraiter euh, par tous ces médecins alors que j'aurais pu partir en fait. Et j'ai eu peur de perdre du temps parce qu'on nous Hmm. a mis une pression incroyable sur le temps, sur mon âge, tu vois. Et donc à chaque mois perdu, c'était potentiellement 6 mois perdus parce que très vite, t'as Noël, t'as les vacances, t'as machin, t'as un examen à faire et puis en fait, il y a un problème, t'as une opération. Enfin voilà, donc en gros, là où on aurait pu enchaîner tous les mois, on finissait par faire 2 FIV par an parce que il y a des choses qui se mettent au milieu. Et à cause de cette peur, finalement, on a peut-être perdu plus de temps
Et ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu beaucoup d'énergie et c'était beaucoup de stress pour rien, en fait. Enfin, pour rien. Non, on a fait cette tentative et tout, mais voilà, j'aurais peut-être pu les faire dans des meilleures conditions si j'avais pas eu aussi peur, si j'avais pas été sur les statistiques, à essayer d'aller dans l'endroit où il y a les stats, voilà. Je me suis pas choisie complètement, tu vois. Ouais. Et c'est déjà très dur, donc il faut tout mettre de son côté par ailleurs. Quand je disais que, tu vois, je regrettais un peu de m'être laissée maltraiter entre guillemets par les médecins. Et dans mon message, il est valable pour la PMA comme pour les maladies chroniques. Ce message-là, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça qu'il faut s'écouter. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des médecins très, très maltraitants aussi pour ma pathologie. J'ai consulté pour ma pathologie. Et j'ai des retours avec des gens qui communiquent avec moi sur Instagram de personnes aussi qui vivent des choses pas possibles. Et donc, il faut pas hésiter. Voilà. Enfin, juste que c'était pas juste un message pour les gens qui font de la PMA, c'est vrai aussi pour la PMA et pour les gens qui ont des pathologies ou qui sont en recherche de diagnostic, en errance diagnostique. Il faut pas se laisser maltraiter, quoi. Et n'hésitez pas à changer. Voilà, il faut pas hésiter à changer. Il faut pas. Et encore une fois, c'est déjà tellement difficile qu'il faut faire ce qui est bon pour soi, quoi. Par ailleurs, il faut agir sur ce sur quoi on peut agir, quoi. Voilà. Et quel super pouvoir tes parcours, et avec la maladie et la PMA, t'ont amené? Ah là là. Écoute, la maladie, je pense que c'est une bonne question. Je pense que la maladie m'a ouverte à ma spiritualité, qui est mon super pouvoir, parce que c'est ça qui me permet de prendre la vie comme je la prends et de trouver une forme d'acceptation dans ce que je vis. Voilà, c'est quand même ça qui me maintient, qui me tient, qui me soutient. Et je pense que la maladie c'était déjà très, très présent dès mon enfance et tout ça. Je suis pas religieuse du tout, mais voilà, une dimension spirituelle qui était déjà très importante dans l'enfance. Mais avec cette maladie, il y a des, voilà, ça m'a un peu plus poussée. Et donc j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'en ai fait ma vie à une époque et je continue. Voilà, c'est très important pour moi et je pense que c'est fondamental, quoi. Et c'est grâce à ça, je pense que ça m'a encore plus ouverte à moi-même. Voilà, et donc ça me sert dans la PMA parce que pour ce qui est de la PMA, franchement, j'arrive pas encore à savoir exactement tout ce que ça m'a enseigné. Tu vois, on me l'a demandé récemment et j'ai un peu séché. Si ce n'est la patience, l'endurance et la persévérance. Comme à la course? Ouais. Moi qui n'étais pas du tout une endurante, là je me mets à l'endurance et c'est probablement lié, effectivement. Voilà, on se relève, quoi. On se relève à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment la combativité, là. Et si on a envie de se prendre une barre de rire et d'aller sur ton compte Instagram, qu'est-ce qu'on note? Eh ben, écoute, le compte, il s'appelle AELS Corner. Donc, c'est AE2LES _corner. En anglais, CORNER. AELS Corner. Et donc, c'est effectivement ce compte Instagram que j'ai créé pour communiquer à ma façon sur le handicap invisible, les maladies invisibles, la maladie chronique et le parcours PMA, qui sont toutes ces réjouissances donc que j'aime bien un peu
j'aime bien en parler, mais un peu détourner les choses, quoi. Juste pour préciser, underscore, ça veut dire tirer en bas. Ah, pardon. Tirer d'en bas. Moi, j'étais pas au fait à la base. Désolée. Donc voilà, super. Moi, j'encourage vraiment vivement aux personnes qui nous écoutent de venir suivre ton compte et de peut-être pouvoir échanger même avec toi. Ah oui, avec plaisir. Hein. Je réponds aux messages. J'ai beaucoup d'échanges avec des gens fantastiques. J'ai rencontré plein de gens merveilleux comme toi, par exemple. Donc, c'est une richesse que je m'y attendais pas du tout et je suis vraiment très contente, quoi. Donc, avec plaisir. Trop chouette. En tout cas, moi, je te remercie du fond du cœur pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir invitée, de me permettre de partager cette aventure avec toi que je trouve fantastique. Je te trouve incroyable. Je te l'ai déjà dit, mais je le redis devant tout le monde. T'es quand même incroyable, quoi. Tout ce que tu mènes avec ce que tu vis, je sais ce que ça représente. Et c'est monumental. Et donc bravo et surtout merci, quoi. Merci. Merci à toi. À tout bientôt. Au revoir. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.